À l'extrême nord de la France, dans le département du Pas-de-Calais, se situe la région naturelle de l'Audomarois. Au sein des Hauts-de-France, ce territoire très agricole, bien connu pour sa bière, est aussi propice à la culture de divers fruits et légumes. Ce pays plat, cerné de plateaux et vallées, était une région très commerciale au Moyen-Âge et arbore encore les vestiges des guerres allant de l'époque gallo-romaine à la Seconde Guerre mondiale. S'étendant sur 660 km² et bordée de 90 km de cours d'eau, cette région est principalement irriguée par l'Aa, un fleuve côtier qui se jette dans la mer du Nord. Au sein de ces terres se situe le marais audomarois, qui s'étend jusqu'au département du Nord et qui est le premier marais maraîcher de France. Cette mosaïque de parcelles sablonneuses, en dessous du niveau de la mer, est sillonnée de cours d'eau appelés watergang. S'étalant sur 15 communes et sur 3627 hectares, cette réserve de biosphère de l'UNESCO est très exploitée pour sa tourbe, et sa biodiversité ne compte pas moins de 300 espèces de plantes, dont une dizaine protégées. Dans la commune de Houle, Lionel Persine, audomarois d'origine, fabrique la genièvre de Houle, une eau-de-vie de céréales au parfum de baie de genièvre. Se déclinant de l'apéritif jusqu'au digestif, le genièvre était une boisson emblématique des années 1800. À moins de 5 km de là, à Tilques, le long des canaux du marais de l'Audomarois, Véronique, 24 ans, est elle aussi originaire de la région. C'est sur ces terres qu'elle cultive différents légumes, dont le cresson de fontaine, une plante typique des marais du Nord. Ce légume semi-aquatique est un crucifère aux vertus diurétiques et riche en vitamines. Donc un beau cresson a de belles feuilles, sans trous. Il a ses belles rainures sur ses feuilles. Il fait beaucoup de racines. Et en fait, si on relance dans le bassin une feuille, une tige, une racine, il va reprendre. C'est sur cette exploitation familiale que Véronique cultive le cresson sur 12 bassins. Placés d'amont en aval, ils permettent à l'eau de ne pas stagner et de s'écouler continuellement dans les fosses du marais. Un territoire parfait pour cette plante, nécessitant de la tourbe, mais aussi une eau fraîche, naturelle et toujours régénérée. Donc l'eau de nos bassins sort directement des puits artésiens ou des sources naturelles. Donc c'est l'eau qui vient directement de la nappe phréatique. Donc nous sommes contrôlés tous les ans pour la qualité de l'eau. Et tous les 4 à 5 ans, où on contrôle inopiné pour la tourbe, le cresson en lui-même et encore une fois l'eau. Le jour où il y a un problème, c'est la fermeture d'un bassin ou la fermeture complète des cressonnières. La culture du cresson de Véronique, sans engrais ni produits chimiques, est un travail très exigeant, notamment à cause des prédateurs tels que la poule d'eau, le rat musqué ou les petits insectes. Elle ensemence ses bassins grâce à un semis à la volée ou à un fauchage et récolte le cresson de septembre à mai. Donc ici, en fait, c'est notre bassin à graines. On va le garder, on va le laisser monter en fleurs et on va refaire nos propres graines avec. Et ça nous permet en fait de conserver notre souche, de ne jamais racheter de graines. Et c'est toujours notre cresson, qui est vraiment indéfini des autres, parce que c'est une graine qui est là depuis maintenant 6 générations. Elle n'a jamais quitté la famille. Et c'est un petit peu notre fierté, parce que c'est un cresson de fontaine, mais à très larges feuilles, et il est un peu plus piquant que les autres. Cette culture nécessite un travail d'entretien important, fait main, et seulement à l'aide d'outils basiques. Un patrimoine et une façon de travailler typique de cette région que lui a transmis son père, avec qui elle exerce maintenant en tant qu'associée. Quand j'avais 16-17 ans, pour moi, c'était pas... je pensais pas faire ça. Et puis du jour au lendemain, je me suis dit, c'est un patrimoine à garder et je pouvais pas passer à côté. Il y a eu un déclic, lequel je sais pas comment ni pourquoi, mais moi, au final, j'ai trouvé ma voie et je changerai pour rien au monde. Plus loin dans les marais, à Houle, commune d'1 millier d'habitants, c'est une autre famille historique de la région qui travaille sur un produit typique du Nord, le genièvre de Houle. C'est dans cette distillerie emblématique que le genièvre de Houle est fabriqué. Créée en 1812 par les frères de Kock, elle fut reprise durant l'après-guerre par Jean-Marie Persine. Lorsqu'en 2012 il cesse son activité, son frère Jean-Noël en reprend la gérance et son fils Lionel, alors étudiant en pharmacie, décide lui aussi de continuer l'aventure familiale. Lionel œuvre désormais à la conception, la mise en bouteille et au marketing. Un travail polyvalent qui l'amène à effectuer toutes sortes de tâches, comme aujourd'hui la livraison des céréales servant à la fabrication du genièvre.
Cette distillerie, c'est un petit peu le patrimoine familial, le patrimoine régional. Je pense que c'est tout naturellement que j'avais au fond de moi l'envie de pouvoir perpétuer toutes ces traditions. On a quand même une jolie entreprise, on a une belle histoire et puis je dirais continuer à l'écrire, continuer à faire évoluer la distillerie. Utilisée à l'origine comme médicament aux Pays-Bas, la baie de Genièvre deviendra populaire sous forme d'alcool au début du XIXe siècle. Très apprécié à cette époque par les mineurs, ce breuvage est au début consommé sous le nom de bistouille, un mélange de café et de genièvre de houle. Fort de son succès dans les années 1850, on ne comptera pas moins de 70 distilleries. De nos jours, il n'en reste plus que 3 en France. Le goût du genièvre, c'est un petit peu le mélange de toutes les matières premières, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le goût des céréales d'un côté, puisqu'on va travailler d'abord la céréale. La baie de Genièvre, elle va amener une floralité, une pointe d'amertume qui va rendre cette boisson beaucoup plus agréable, très gustative et qui va laisser un goût en bouche. Pour garder cet esprit territorial, c'est localement qu'ils achètent les 3 céréales servant à la conception du genièvre de houle. La céréale principale qu'on va utiliser le plus ici, ça va être le seigle, qui va être la plus grosse proportion. L'avoine, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, c'est une céréale sur laquelle on a des rendements qui ne sont pas terribles, mais qui par contre va amener beaucoup de goût, parce que c'est une céréale qui est un petit peu plus grasse. Donc ça va amener un petit peu plus de corps au produit. Et puis l'orge maltais, ça c'est un élément essentiel et qui est utilisé dans tous les alcools de grains, que ce soit donc la bière, le whisky et le genièvre, puisque c'est ce qui va permettre de transformer l'amidon en sucre, donc de permettre la fermentation. 300 kg de céréales seront mélangées et passées dans un concasseur de sorte à obtenir une farine. C'est une pelle en bois parce que pour éviter de casser le grain au sol et de provoquer de la farine, donc on prend une pelle en bois, puis surtout les plus légères. Ces grains seront ensuite brassés dans une cuve, appelée cuve matière, dans laquelle on versera de l'eau chaude pour obtenir une pâte liquide. Donc on va démarrer là ici avec une eau à 80 degrés environ et au moment où on arrêtera de mettre de l'eau, qu'on aura mis la farine, on sera à 50 degrés Celsius environ et la température va baisser tout doucement au cours du brassage, ce qui va permettre de transformer les sucres complexes en sucres moins complexes. Ce processus, appelé saccharification, dure entre 3 et 4 heures. Cette étape transforme l'amidon en sucre pour créer un mou sucré. Voilà, donc là, 32 degrés, on va pouvoir rajouter les levures. Donc maintenant, ce sont les levures qui vont pouvoir en fait transformer le sucre en alcool, donc ce qu'on appelle la fermentation. Ce mou sucré sera laissé plusieurs jours dans une cuve de fermentation ouverte, permettant au gaz carbonique et à l'éthanol de s'évaporer. Il deviendra alors un mou alcoolisé. Fortement dilué, ce liquide titrera aux alentours de 3 degrés d'alcool. C'est un métier qui est plein d'imprévus, c'est un métier passion et c'est un métier où on a la possibilité et la chance de faire preuve de créativité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et puis, travailler sur le goût, c'est, quand je vais à la rencontre des gens, c'est pouvoir parler de plaisir, de bonheur. Ça n'a pas de prix. Cette passion et ce savoir-faire, transmis par sa famille, ont donné à Lionel l'envie de distiller à son tour le genièvre de houle. Tout comme lui, dans les marais à Tilques, Véronique passe aujourd'hui à une étape importante de la production de cresson, la récolte. Chaque brin destiné à la commercialisation sera ramassé à la main. Un travail long et délicat. Donc on l'entoure d'un lien sanitaire, c'est notre matricule, notre numéro de département, le nom de notre société. Et c'est pour dire d'avoir un suivi, une trace, si jamais il y aurait un problème au niveau du cresson et au niveau de l'hygiène en fait. Donc là, une fois coupé, on va le stocker en chambre froide. Généralement, on coupe toujours pour le jour même ou pour la veille. Bon, sachant qu'on peut quand même le conserver 2 à 3 jours au frais avec de l'eau. Donc la récolte pour 2016, en fait, ça a été une bonne récolte, malgré qu'on a démarré 1 mois plus tard. Vu qu'au moment des semis, il y a eu pas mal d'eau, on n'a pas su assécher les bassins en temps. Mais on s'est bien rattrapé. On a eu 1 mois d'arrêt ici au mois de janvier avec les gelées. Et là, il redémarre bien et il est beau. Ça va. Véronique vend de manière directe sur son exploitation, ouverte 7 jours sur 7. Mais elle commercialise aussi sur les étals des marchés régionaux. Donc on fait des marchés pour attirer notre clientèle.
celle qui ne vient pas forcément à nous. Et puis ça nous permet en fait de leur apporter les légumes du Marais et surtout le cresson qui est plus cultivé que très peu dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous, dans l'Audomarois, on est les derniers. Le lendemain, c'est sur le marché d'Audruic qu'on la retrouve accompagnée de son père pour vendre ses cresson de fontaine. Elle possède aussi différents légumes anciens comme la carotte de Tilk, l'artichaut gros vert de Laon ou le radis Red Mix. Voici. Merci bien, bonne journée. Donc on fait 4 marchés par semaine, le mardi Bourbourg, le mercredi Audruic, le jeudi Petite Sainte et le samedi Dunkerque. Pour amener un peu plus les légumes du Marais vers le nord, vers Dunkerque, on en vend pas mal, de plus en plus, au plus on avance dans les années. Les gens reviennent à lui. J'ai toujours rêvé le cresson, on a toujours acheté du cresson chez nous. Je connais ça depuis que je suis gamine. Et il paraît que c'est très bon pour la santé, donc c'est parfait. Pouvant se cuisiner de différentes façons, cru ou cuit, en salade, en soupe, en cake ou même simplement en tartine, il est très apprécié par les clients. On mange les feuilles en salade et je coupe les queues au niveau des racines et je garde une longueur de queue pour pouvoir les faire en potage. Ça a beaucoup de goût, il faut pas, pour un potage, il ne faut pas énormément quoi, c'est vite fait et c'est très bien. Moi, je fais les marchés avec mes parents depuis maintenant 8-9 ans. Mais étant petite, pendant les vacances ou les jours où il n'y avait pas école, je venais déjà avec eux. Si Véronique fréquente les marchés en famille, c'est pour partager sa passion et pouvoir faire découvrir son produit à de nouveaux consommateurs. Quelques jours plus tard, dans la distillerie de Houle, la fermentation est terminée. C'est donc avec Christophe, exerçant dans cette entreprise depuis 27 ans, qu'ils vont pouvoir distiller le mou alcoolisé. C'est lui qui est en charge de cette partie cruciale, réalisée grâce à ces 2 alambics en cuivre de type charentais et fonctionnant au gaz. Donc on a 2 alambics qui sont pratiquement jumelles, sauf que celle-ci est dotée d'un mélangeoir, c'est-à-dire qu'il y a un agitateur qui est dans le fond de la cuve, qui permet de mélanger le fond de l'alambic pour pas que ça brûle. Ça monte dans le col de cygne, ça passe dans un serpentin qui est trempé dans l'eau froide et les vapeurs se condensent et coulent là ici en liquide. La particularité de leur distillation, qui confère un bouquet de goût si intéressant à leur genièvre, provient des 3 passages en alambic d'un même mou. Les 2 premiers passages, réalisés plusieurs fois, distilleront le mou alcoolisé jusqu'à obtenir un alcool atteignant environ 38 degrés. Le 3e passage, plus long, donnera un alcool allant de 40 à 55 degrés. C'est à ce moment-là que Lionel rajoutera les baies de genièvre. Donc on va placer sur un genièvre traditionnel un petit peu moins de 5 kg de baies de genièvre dans un sac comme celui-ci, qu'on va en fait plonger dans l'alambic. Et là, ça va être un petit peu le principe du sachet de thé, c'est-à-dire que nos baies de genièvre vont infuser pendant la distillation. Et ce sont les vapeurs qui vont entraîner les arômes, les parfums de la baie de genièvre. Seule une infime quantité d'eau sera ensuite ajoutée pour ajuster le degré d'alcool. Une technique longue et onéreuse, mais qui va donner toutes ses saveurs au produit fini. Le passage en salle de vieillissement est une étape essentielle. Le genièvre est conservé des années durant dans ses fûts de chêne, provenant du Limousin ou de Montbazillac. On va avoir dans un sens ce qu'on appelle la fameuse part des anges, c'est-à-dire une évaporation de genièvre, une évaporation d'alcool, mais également, avec cet échange avec l'air, on va avoir de l'oxygène qui va rentrer dans le fût et qui va être très important puisqu'il va donner des phénomènes d'oxydation qui vont permettre de complexifier les arômes et qui vont également permettre d'adoucir les sensations d'alcool. C'est dans 6 salles de vieillissement que Lionel va pouvoir réaliser plusieurs gammes de produits, allant de l'apéritif au digestif. Une méthode visant à cibler différents consommateurs, mais aussi à réinventer les utilisations de l'alcool de genièvre. Grâce au vieillissement en fût de chêne, on va avoir une palette de goût qui sera assez large en fait sur nos genièvres. On va partir de genièvres jeunes, où on sera vraiment sur le goût des matières premières. On peut rapprocher ça un petit peu d'un gin, un alcool blanc. Mais plus on va allonger le temps de vieillissement, et plus ce sera ce vieillissement qui aura un impact sur le goût. Les plus vieux, au goût plus boisé et fruité, pourront être gardés jusqu'à 30 ans dans ces tonneaux. Aujourd'hui, Lionel teste l'un de ses fûts arrivés à maturité. La concrétisation et la récompense de ces longues années d'attente. Donc typiquement,
le résultat d'un vieillissement dans un fût de chêne. Au niveau du genièvre, on a la belle couleur ambrée. Et puis au nez, on a des sensations qu'on n'avait pas du tout à la sortie de l'alambic. On va avoir là des odeurs de fruits secs, d'abricots secs. On va avoir également un boisé, le goût du bois qu'on va retrouver en bouche. Et ça, c'est typiquement ce qui va tapisser les papilles et ce que l'on va ressentir au moment de la dégustation. 50 000 bouteilles sont vendues chaque année dans des épiceries fines, aux particuliers ou aux restaurateurs. Donc 39 degrés 4 à 9 degrés Celsius. Donc là, il va falloir aller regarder sur les tables pour voir à quoi ça correspond à 20 degrés, à une température de 20 degrés. Une fabrication artisanale qui ne lui permet pas de commercialiser en grande distribution. C'est sur les canaux des marais de l'Audomarois que Luc Barbier se déplace à bord de son bateau, le Diversitaire. Chargé de mission au parc régional et correspondant de la zone Ramsar ayant pour but de conserver les zones humides, il œuvre sur tous les fronts à la préservation de cette biosphère régionale. Le marais Audomarois, il a 170 km de rivière Watringue qui sont libres d'accès pour tous les visiteurs qui ont envie de venir ici. Et on a 560 km de fossés qui sont plus liés aux parcelles maraîchères, aux parcelles privées aujourd'hui aussi et qui permettent d'accéder avec les bateaux à peu près partout. Dernier marais cultivé de France, il est classé par l'UNESCO comme réserve biosphère. Autrefois habité par 300 familles maraîchères, on en compte désormais plus qu'une trentaine. On a le dernier facteur de France en bateau qui fait sa tournée tous les matins et qui dessert l'hiver une cinquantaine d'habitations et puis une centaine en été, parce que l'été il y a tous les résidents qui viennent passer des temps chez eux et qui fait sa tournée en bateau tous les jours, quelle que soit la météo. Pour lui, le cresson est un patrimoine important à conserver, mais plus que ça, il est d'une utilité considérable pour la sauvegarde du marais. C'est pour cette raison qu'il rend souvent visite à Véronique. Bonjour, ça va? Ça va. Il y a des apports d'eau de la craie, des eaux souterraines qui nourrissent le marais parce qu'ici il n'y a pas d'engrais. Et du coup les eaux qui transitent ici, elles repartent dans le marais après et elles permettent au marais d'avoir une eau de qualité en surface. Donc il y a un lien entre l'activité ici et le marais qui est juste derrière. Son rôle vis-à-vis des agriculteurs est de les accompagner dans les techniques anciennes de maraîchage. De plus en plus rare, il essaie de rassembler toutes les documentations qu'il trouve sur la culture en marécage. Les recherches historiques, c'est des boulots un peu particuliers, les producteurs n'ont pas forcément le temps. On ne sait pas faire non plus. Nous, on peut aller chercher ces informations-là et comme on a aussi une équipe pédagogie de l'environnement qui peut aider à développer le scénario des visites et le contenu des visites pour qu'elles soient vraiment en phase soit avec les cycles scolaires, soit avec le niveau attendu par les visiteurs. Véronique, qui organise des visites tous les jours de la semaine, considère qu'il est essentiel de communiquer pour perpétuer ces cultures oubliées de beaucoup. Dans les anciennes générations, on n'était pas les seuls ici à Thiel, qu'il y avait plusieurs creusonnières. Je suis la dernière à en avoir repris une. C'est quand même un travail assez physique et contraignant. On est très fiers de pouvoir continuer de la cultiver. Et je pense que c'est très important pour nous comme pour les gens. C'est un légume qu'il ne faut pas perdre. Pour préserver et conserver ce patrimoine de l'Audomarois, Lionel organise aujourd'hui dans sa boutique une dégustation de produits à base de genièvre de houle. Il est accompagné de son oncle Jean-Noël, de Christophe, ainsi que 2 producteurs locaux. Fabrice, brasseur, s'est installé depuis peu sur la région. Pour faire évoluer sa gamme de bières, il a tout naturellement pensé à utiliser un produit local et typique de l'Audomarois. Donc j'ai fait mes petits essais, j'ai fait goûter à quelques amis et quand le résultat était concluant, je suis venu frapper à la porte de la distillerie pour présenter un petit peu ce que j'avais fait. Et j'ai été reçu de manière magistrale, très chaleureuse. Puis pour nous, ça fait une belle petite vitrine supplémentaire en fait, de pouvoir communiquer autour de notre nom, le genièvre de houle, la houloise. Il commercialise donc maintenant la houloise, une bière à la robe dorée, peu houblonnée et au goût légèrement épicé. Cette collaboration, il l'entretient aussi avec Géry. Passionné de cuisine et professionnel depuis peu, il a conçu la bistoule, une confiture qui n'est pas sans rappeler les saveurs d'autrefois.
Au départ, j'avais envie d'utiliser le genièvre en confiture, mais je n'étais pas inspiré avec tout ce qui est fruits rouges, fruits traditionnels. Puis un coup, en discutant avec Lionel, je t'ai proposé pomme, café, genièvre, et puis tu as dit oui tout de suite. Bah oui, parce que l'idée me semblait bonne. Et puis il y avait justement ce petit rappel, le nom Bistoul. Donc à partir du moment où on arrivait à trouver effectivement un mélange harmonieux, je pense qu'il y avait largement possibilité de faire quelque chose d'intéressant. Et force est de constater que c'est le cas. Pour clore cette dégustation, ils vont avoir le privilège de savourer une cuvée limitée du genièvre de Houle. Un cru à boire avec modération qui sera commercialisé dans les prochains jours. Donc là ici la petite histoire de celui-là. Donc c'est un assemblage de vieux genièvre qui a vieilli en fût classique et qui vient de passer 5 ans en vieux fût de Sauterne. Donc on va marier un petit peu le côté quelquefois un peu sec du genièvre avec un petit peu plus de rondeur, donc avec le vin liquoreux que le Sauterne. Je pense, parce qu'on l'a déjà goûté, qu'on a des choses intéressantes. Nous avons, je pense, à la distillerie encore de belles années devant nous et surtout la possibilité de continuer à faire évoluer le produit et la marque. Je pense que c'est essentiel. On ne peut pas miser simplement sur une consommation traditionnelle du produit. Nous nous inscrivons sur un produit qui est haut de gamme. Nous travaillons sur les goûts. Le but du jeu est de continuer un petit peu à étonner notre clientèle. Et si on peut continuer à le faire, j'espère pouvoir à mon tour, comme l'a fait mon père avec moi, pouvoir transmettre le flambeau à un successeur plus tard. Pour faire vivre des traditions qui se perdent chaque jour un peu plus, Lionel et Véronique ont décidé de reprendre l'entreprise de leurs ancêtres. S'il est difficile de nos jours de garder des techniques d'exploitation anciennes, ces deux Audomarois en ont fait une force pour proposer des produits uniques aux consommateurs. Cette motivation, qui les pousse à continuer d'exercer, permet de redorer l'image d'un territoire trop souvent déconsidéré et renforce l'idée qu'il est encore possible de revenir à des productions ancrées historiquement à leur terroir. Le Blayais est célèbre dans le monde entier pour son vignoble, mais regorge aussi de richesses insoupçonnées qui se cachent dans ses paysages estuariens de terre basse et de marais. La Gironde rythme cette terre de tradition et de savoir-faire, que la citadelle Vauban de Blaye protège avec ferveur. Rien ne semble pouvoir perturber la tranquillité de ces paysages immuables. Bien à l'abri sous ses buttes de sable noir, l'asperge du Blayais fait la fierté de Lionel, qui voit, malgré la pluie, les légumes printaniers pointer le bout de leur nez. Non loin de ces terres sablonneuses, Florian sonde les rives de l'estuaire à la recherche des civelles, les alevins de l'anguille que l'on surnomme ici pibales. 400-500 grammes. Voilà, c'est depuis le port de Vitrezay, au cœur des marais, que cette histoire familiale de pêche à la pibale a commencé. Mon père était pêcheur, voilà, donc c'est venu un peu naturellement, quoi. Je veux dire, on allait à la pêche quand on était petit, avec mon frère. J'avais ça un peu, je sais pas, dans la peau, voilà. Mais on pêche avec des pibalours, donc une installation qu'on a sur les bateaux, voilà, une installation qu'on déplie et que l'on plonge dans l'eau. On filtre de l'eau, quoi. On pousse à contre-courant pour pêcher la civelle. Donc, quand l'eau monte ou quand l'eau descend, enfin, le jour ou la nuit, en fonction du temps et des marées, quoi. On pêche la civelle vraiment en bordure des côtes, quoi, sur la côte, le long de la côte, dans très peu d'eau, dans 1 mètre d'eau, d'un mètre d'eau, voilà. Là où il n'y a pas trop de courant, et là où elle passe le plus, quoi.
Longtemps considérée comme un plat du pauvre, la consommation de la civelle a connu une explosion dans les années 90. Récemment, un nouveau marché s'est ouvert avec les pays asiatiques, qui demandent la civelle vivante pour l'élevage. En effet, il est encore impossible de reproduire des anguilles en captivité. Aujourd'hui, c'est une pêche très réglementée, et les civelles sont aussi pêchées pour le repeuplement. Mais là, elles recherchent à remonter l'estuaire et puis les rivières. Et puis bon, elles recherchent aussi un peu l'eau douce, quoi, l'eau douce. Ah, là, c'est la fin de saison. C'est vraiment les dernières marées, donc voilà. Il n'y a plus grand chose, quoi. C'est vraiment la fin de saison, quoi. Mais là, je vais fermer les filets pour coller en pêche. Voilà, donc là, je ferme, et puis je vais tourner le bateau. Et puis on va coller en pêche. Donc là, c'est parti pour une demi-heure, quoi. Pour 30 minutes. On va Laissons Florian remonter les rives de la Gironde pour retrouver les champs d'asperges de Lionel, où se ramassent les premières asperges du Blayais de la saison. Il y en a un peu plus ce matin, sans pavillonne, là. Ben ouais. Bon, alors là, on arrive sur les sillons qui ont été débâchés donc, pour la récolte. Donc voilà, on voit un peu la technique du ramassage. Donc ça, c'est l'outil avec lequel on ramasse les asperges. Donc nous, on appelle ça une cuillère ou une gouge. On le prend par le manche, on enfonce le long de l'asperge jusqu'au fond. Et en faisant un mouvement vers l'arrière, on décolle l'asperge. Donc je vais vous montrer. Donc là, on a une asperge, on gratte un peu. On met la cuillère, la gouge le long, on enfonce, on va au fond, on tire, on décolle et on a l'asperge. Ces asperges sont cultivées en butte sous des bâches transparentes pour certaines espèces précoces ou sous des bâches noires à l'abri de la lumière pour qu'elles gardent cette coloration bien blanche, si caractéristique de l'asperge du Blayais. Alors voilà. L'asperge, là, elle pointe juste le bout de son nez. Donc là, quand on la voit comme ça, on gratte un petit peu autour. Ça, c'est une jolie asperge du Blayais, avec la tête bien fermée. Voilà. Quand on les plante, en fait, c'est une griffe. Et après, ça fait comme un plateau, en fait. Et il y a plein de... Sur cette plante, en fait, il y a plein d'yeux. Et c'est cette pousse, en fait, qui fait que ça donne une asperge comme ça. Donc là, en fait, celle-ci, il dépasse. Mais à côté, si on gratte, il y en a qui vont faire 10 cm, 15 cm. Et donc, au fur et à mesure des jours, elle continue à pousser à côté. Donc, d'où la difficulté de la cueillette, de ramasser uniquement celles qui pointent et en cassant pas les autres. Si on gratte, voilà. Là, on voit que c'est vraiment... Donc, on voit l'asperge. Vous voyez, là, à côté, il y a une asperge qui était sous terre. Vous voyez, il y a à peu près 3-4 cm. Celle-ci, on l'aurait trouvée demain. C'est terre noire profonde, ce sable à 75, 80 ou 90%. Ça, c'est typique de chez nous. C'est l'asperge du Blayais, c'est ce qui fait son goût, quoi, en fait. Ça fait la souplesse du terrain, donc la tendreté de l'asperge et son goût. La pêche en bateau utilise un procédé appelé le drossage. Il s'agit de déployer 2 grands filets à contre-courant pour filtrer l'eau et récupérer les civelles parmi les crevettes et les juvéniles de poissons qui seront ensuite relâchés. On fait des traits d'une demi-heure pour que la pivale reste bien vivante, pas la fatiguer, quoi. Donc tous les 30 minutes, 20 minutes, ça dépend des coefs. Quand il y a des gros coefs, tous les 20 minutes, quoi. Voilà. Pour qu'elle soit bien nickel, quoi, vivante. Bon, mais c'est pas terrible. C'est pas trop terrible. Un peu de crevettes. Pas beaucoup de pivales. Voilà une. Voilà.
En général, en début de saison, c'est pour la consommation. Et après, on passe au repeuplement, quoi. En général. Après, on pourrait attaquer par le repeuplement aussi, pareil. Ça dépend aussi un peu de l'offre et la demande, quoi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On rentre. La pêche intensive de la civelle a bien failli faire disparaître l'espèce. Aujourd'hui, pour préserver la ressource, des quotas et une réglementation très stricte ont été mis en place, notamment afin de lutter contre le braconnage qui s'est développé à grande échelle suite à la flambée des prix de la civelle. Donc voilà, la pêche d'aujourd'hui, ouais. Pas une grosse pêche, voilà, dans les 400-500 grammes. Voilà, donc la civelle, la petite anguille, voilà, qui arrive sur nos côtes pour grandir en rivière. C'est dans ce cadre exceptionnel du port de Vitrezay que Jean-François garde précieusement la recette traditionnelle de la pibale. Là, elles sont très bien, elles sont encore vivantes, donc ça va être plus facile à travailler. On va mettre une petite goutte de vinaigre, hein. Ça va les tuer, ça va les dégraisser un petit peu pour enlever un petit peu de gluant. Voilà. Je vais faire une petite persillade dans le coin sur Vitrezay, là dans les marais, c'est comme ça qu'on la prépare à 90%. Même les anciens, c'est comme ça qu'ils font. Moi, c'est eux qui m'ont appris. C'est comme ça que font 90% des gens dans les marais. D'abord sur les bordures, donc on mélange bien. Saisie, là, vous voyez, là, elles sont très bien, là. Je vais mettre un petit peu la persillade. Léger, voilà. Alors, il y en a qui les consomment comme ça. Moi, je les préfère légèrement déglacés au vin blanc. Après, tout ça dépend des goûts, voilà. Moi, étant jeune, j'en pêchais avec un copain, on en pêchait entre 30 et 35 kilos le vendredi soir, qu'on allait vendre le samedi pour faire la java après. Mais ça valait 3 fois rien. Alors comme ça valait rien, ben il y avait pas assez pour financer, quoi. Maintenant, de toute façon, il n'y a plus que des pêcheurs professionnels. Il n'y a plus que des pêcheurs. Le privé ne peut plus y avoir droit. Il n'a plus droit de pêcher de pibale. Voilà. Les purs et durs du terroir, là, tout l'estuaire, on va dire, à remonter là jusqu'à Saint-Sorlin, là, tout ça à remonter, là, et ben c'est vrai qu'eux, ils le prennent plutôt mal, quoi, parce que c'était un produit traditionnel pour eux. Et leur culture, en même temps. Oui, c'était une culture. C'était leur culture de faire les pibales, quoi. Ah oui, si on pouvait en avoir, ne serait-ce que, allez, une fois par mois. Si on pouvait manger une petite ration comme ça, une fois par mois. Tous les mois d'hiver, mais ça serait merveilleux. Hein, Jean-François, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben moi je veux bien te les préparer. Voilà, la comptine, là. Voilà. Ça c'est vraiment à l'ancienne. Ouais, c'est vraiment bon. Je sais pas ce que ça fait aux autres, mais moi, ça me fait beaucoup de bien. C'est toujours avec plaisir que Jean-François fait revivre ses goûts d'autrefois. De retour des champs, Lionel s'occupe immédiatement de ses asperges pour conserver cette fraîcheur inégalée. Ouais, donc ici, c'est la première étape quand on arrive du champ. Donc les asperges, on les met dans la voiture. Arrivant ici, on les redécharge. On fait un pré-trempage en fait, et un pré-lavage pour enlever le plus gros de la terre. Pour que après, ce soit plus propre au niveau de la coupe et du lavage final, quoi. Alors voilà, une fois le pré-lavage effectué, donc les caisses sont stockées ici au frais, en attente du lavage et du coupage. Donc là, j'ai une personne en fait qui est à la mise en place sur les tapis. Donc ces caisses-là en fait sont mises dans le bac en fait, où elles sont en suspension dans l'eau pour faciliter en fait le travail et pour pouvoir les attraper plus facilement. Donc là-dessous, c'est la partie coupe. Donc ça, on ne peut pas accéder. Donc la partie coupe, ça, avant le lavage, en fait, ça les coupe. La partie en fait qui est déchet,
tombe dans ce tapis qui est évacué dans une remorque derrière. Et dans le tunnel, en fait, on a des jets dessous et dessus qui permettent à l'asperge de sortir propre à l'extérieur. L'asperge est une affaire de famille et la mère de Lionel garde toujours un œil attentif sur l'exploitation qu'elle a bâtie avec son mari. Elle observe d'un regard attendri son fils moderniser la production et mettre son empreinte sur l'exploitation. Par exemple, avec l'arrivée de cette trieuse optique. Ça prend la photo et avec des cotes en fonction de si elle est tordue, droite et la couleur. Et en fonction de cette couleur, en fait, ça détermine à chaque fois où elle sort. Voilà, donc maintenant on arrive à la chambre froide. Donc c'est là en fait où dès qu'on les sort de la machine, on les amène ici. Donc là on ouvre, donc il y a de l'humidité, hein, 98%. Donc là il y a un brouillard, donc on n'y voit rien. Je vais attraper 2 ou 3 caisses pour voir un peu comment ça se passe. Et après on referme. Donc voilà 2 exemples d'asperges IGP. Donc ça c'est de la 16-22 blanche qu'on appelle. Ça c'est la catégorie la plus courante de ce qu'on fait, hein. Enfin, c'est ce qu'il y a le plus. Et après, donc ça j'ai sorti la grosse asperge. Donc ça c'est de la 28 et plus. Où là ça c'est plus destiné, comme je disais tout à l'heure, à la restauration. Voilà. Parallèlement à la production, Lionel aime partager sa passion avec ses clients de passage. Une occasion de faire découvrir ce produit du terroir. On a des asperges de différents calibres. Oui. Voilà, je ne sais pas si vous recherchez plutôt des fines, des grosses. Je peux vous montrer. Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Donc ça, c'est de l'asperge de la 16-22 qu'on appelle. D'accord. De la un peu plus grosse, en violette. Et de la très grosse, suivant, D'accord, très bien. Suivant pourquoi c'est faire. Voilà. Quelle est la différence entre les violettes et les blanches? La couleur, ça c'est sûr. D'accord. Mais après, c'est surtout la technique ou du moins comment on les a ramassées. Ça, c'est des asperges qui n'ont pas vu le jour. Celles-ci, on veut un peu le jour, donc elles sont devenues violettes. Au niveau du goût, ça ne changera rien. Voilà. Okay. Mais nous, on les classe comme ça. Avec l'IGP, en plus, on est obligé parce qu'on a une IGP depuis 2 ans, donc maintenant, on est obligé de les classer vraiment par catégorie, par calibre et par couleur. D'accord, très bien. Voilà. Par contre, je peux vous proposer d'en goûter si. Voilà. Merci. Bon, moi, je goûte pas, je connais. Ah, si. Pas gourmandise. Là, on sent vraiment le côté sucré de l'asperge. C'est tendre, c'est fondant, c'est agréable en bouche, c'est pas du tout dur. Voilà. Et puis en plus, là, il n'y a que le meilleur, donc il n'y a que la pointe. C'est quand même mieux de pouvoir vendre directement. Nous, on valorise plus, on parle de notre produit. C'est quand même aussi très intéressant de parler de ce qu'on fait. Enfin, c'est la base de notre métier aussi. Enfin, en supermarché, on n'a pas tous ces conseils. Et bon, là, on voit le producteur, on voit le lieu de production. C'est aussi agréable de voir tout ça, quoi. Laissons-les déguster cette douceur du Blayais pour retrouver Florian et Stéphane, son marailleur, qui vient récupérer le produit de sa pêche. Salut Flo. Ça va, Stéphane? Ça va. La pêche était bonne? Oh, pas trop, non. Non. C'est la fin. Il n'y a pas grand-chose. Effectivement. C'est la fin. Donc on les met dans un chinois pour les égoutter, ce qu'on appelle un chinois. C'est comme un ustensile de cuisine. On les égoutte bien pour pas qu'il y ait d'eau. Là, vous voyez ici, ce qu'on trouve maintenant en fin de saison, c'est de la pibale qui est beaucoup plus petite. Je veux dire, en pleine saison, elle est beaucoup plus grosse, quoi. Vous voyez la différence? Ça, c'est vraiment les dernières, quand c'est comme ça. Celle-ci, ça, c'est de la pibale d'arrivage, on va dire. Qu'elles deviennent plus noires, qu'elles deviennent plus anguillettes, plus, vous voyez. Celle-ci, je pense, elle a 2 ans, déjà, cette pibale. Vous voyez, elle a changé de couleur. On voit qu'elle devient anguille maintenant. C'est ça. Le prix des pibales est assez élevé, effectivement, puisque vu la quantité de civelles, de civelles que l'on a dans 1 kilo,
Une fois qu'on les fait grossir, ça leur représente un très gros volume d'anguilles qui sont vendues même à 30 € le kilo. C'est énorme, puisque quand on compte 2000 individus dans 1 kg de civelle, ça fait 2000 anguilles. Et 2000 anguilles, et ben, à 500 grammes pièce, ben, vous comptez, c'est énorme, quoi. Ça fait un volume énorme. C'est ça qui justifie le prix élevé des pibales. C'est vrai qu'on privilégie maintenant plus le repeuplement. Il y a plus de pibales qui sont pêchées en repeuplement qu'en consommation. On relâche plus, en fait, qu'on garde. Aujourd'hui, la population de civelle se porte mieux. Pour préserver l'espèce, l'Europe a même interdit l'export vers la Chine et son féroce appétit qui a fait flamber les prix il y a quelques années. Stéphane envoie ainsi les civelles de Florian grandir dans les fleuves et les rivières de l'Europe entière. Pour protéger leur savoir-faire et leur chère asperge, les producteurs ont obtenu une IGP, indication géographique protégée. Et c'est avec le soutien de Daniel qu'ils travaillent tous avec passion pour faire évoluer leurs produits vers l'excellence. Impraticable, voilà. Donc là, vous passez tous les jours. On passe tous les jours, ouais. On ramasse de 300 kilos à peu près par jour. 100 kilos hectare, quoi. D'accord. Bon, après, quelque chose près. Oui. Bon. Donc, au niveau de la qualité, oui, ça va. C'est joli, ouais. Elles ont grossi. Parce que c'est vrai qu'au début, elles étaient assez fines. Plus fines. Enfin, plus fines. Et là, c'est vrai qu'on a quand même la catégorie première. Dans les grosses, on voit que il y en a davantage, oui. Bon, voilà, l'investissement. Bien. On s'est rendu compte que l'on avait un produit d'une qualité exceptionnelle, avec des qualités gustatives, des caractéristiques gustatives vraiment différentes des autres bassins de production d'asperges en France. Notre asperge du Blayais, c'est une asperge qui a quand même une certaine sucrosité et qui est très tendre de la tête au talon. Et ça vient de notre terroir. Donc, quand on se rend compte qu'on a une identité propre, eh bien, on se lance dans une démarche qualité et dans une reconnaissance d'un terroir. Et donc, c'est ce que l'on a fait en voulant accéder au signe de qualité IGP Asperge du Blayais. La 22, 22 et 22... Là, c'est 24. Ouais, voilà. Ça a pris ça là, et après, il y a de la grosse là-bas. Et après, voilà. Après, c'est la plus 28. Voilà. La belle asperge IGP. La belle asperge. Ça, c'est superbe. Regarde. Là. La perfection de la pointe. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, non, mais là, une pointe bien ça pouvait être tout comme ça. Là, c'est un... Le produit était déjà très bien, mais c'est le goût de l'excellence. C'est notre slogan, le goût de l'excellence. Donc, on veut tendre vers ça et on fait tous les uns et les autres des investissements pour améliorer la façon dont on travaille, etc., etc. Et donc, vous voyez, on a créé un visuel commun à tous les producteurs. Donc ça, c'est le complexe. Toutes les asperges IGP sont habillées avec cet emballage-là, avec la différence, ce, en fait, ce pour les visuel-là. différencier en fait, de la violette et de la blanche, on a deux complexes deux couleurs différentes. Oui, c'est le même système, mais après, on a vraiment... Le Blayais est bercé d'une douceur qui participe à la renommée de ses exceptionnels produits. Dans ce paysage estuarien, entre le fleuve et la terre ferme, les artisans d'une culture de caractère restent attachés à leur patrimoine. Ainsi, au rythme des saisons, l'asperge viendra toujours percer le sable noir, annonçant l'arrivée du printemps, alors que la pêche à la civelle touche à sa fin. Véritable carte postale située sur 3 départements, le Pays d'Auge est le territoire le plus emblématique de Normandie. Son paysage est ponctué de pommiers en fleurs et de fermes à colombage, au milieu de plantureux herbages vallonnés où s'épanouissent les vaches normandes. Mais le Pays d'Auge, c'est aussi la côte fleurie, la façade maritime qui s'étend de Honfleur à Cabourg. Ainsi, Trouville est le port de pêche renommé de la région. Une trentaine de bateaux assurent chaque jour un approvisionnement de qualité.
en plein cœur du pays d'Auge, la ville de Pont-l'Évêque. C'est elle qui a donné son nom au fromage éponyme. À 30 ans, Caroline et Thierry Martin sont la 3e génération de producteurs de Pont-l'Évêque. Au Xe siècle, il était connu sous le nom d'Angelot et utilisé comme dîme. Il servait aussi de moyen d'échange et de rémunération. Il est tellement apprécié qu'un écrivain normand, Élie Le Cordier, lui dédia un poème en 1622. Il n'est point d'une odeur mauvaise, ni d'une plure qui déplaise. Des autres, il n'a point de phare. Tout le monde également l'aime, car il est fait avec tant d'art que jeune ou vieux, il n'est que crème. Autre produit phare du pays d'Auge, le maquereau est un poisson pélagique vivant dans les eaux près de la surface. Fils de pêcheur, Anthony Bataille est un passionné depuis tout petit. À 19 ans, il achète son premier bateau et se spécialise dans la pêche au maquereau. Réputé pour sa qualité et sa fraîcheur, ce poisson côtier a fait de longue date la renommée de Trouville-sur-Mer. C'est à la nuit tombée qu'Anthony part à la pêche. Depuis l'âge de 3 ans, ce passionné connaît les marais. Son père et son oncle étaient pêcheurs de maquereaux. Quand il part en mer, une partie de la nuit est consacrée à la pêche à la sole, et ça n'est qu'au petit matin que lui et son équipe vont pêcher le maquereau à l'aide d'un chalut pélagique. Ce qui me plaît dans la pêche du maquereau, c'est la traque. Trouver le maquereau, c'est déjà dur, mais le plus dur, c'est de le garder en fin de compte, de suivre le banc, la traque. Et avec la marée, le poisson bouge, déjà on l'effraie. Il suffit qu'on soit 2-3 bateaux et on l'effraie, donc le plus dur, il va se regrouper à un moment ou à un autre. Mais est-ce qu'il va se regrouper éloigné? Est-ce qu'il va se regrouper au même endroit? Telle est la question. Une question qui va rester dans la tête d'Anthony le temps que le filet est à la mer, soit en moyenne 2 heures. C'est ce qu'il appelle les traits. Le filet est ensuite remonté à bord et Anthony découvre avec soulagement qu'il est plein. On ne sait jamais vraiment ce qu'on va remonter. Souvent c'est la bonne surprise, souvent c'est la mauvaise. On croit et on remonte le filet et il n'y a rien. Et ça c'est très dur, enfin pour ma part quoi. Et mes gars me connaissent et je m'en veux même à moi, c'est terrible quoi. Tellement la passion à prendre sur le dessus, comme tout passionné d'ailleurs, que ce soit dans le sport. Si on n'arrive pas à se faire son objectif, on est déçu et moi je le montre bien souvent parce que je m'en veux à moi-même. Une fois sur le pont, le maquereau est aussitôt trié par taille. Il est stocké en caisse de 6 kg pour éviter d'écraser les chairs jusqu'à l'arrivée au port. Aujourd'hui, la pêche est bonne. Anthony rapporte 1,5 tonne de maquereau à Trouville. La marée n'aura duré que 15 heures, mais il arrive à Anthony de rester jusqu'à 24 heures en mer s'il n'a pas assez de poissons. Il y a 20 ans, on restait à la maison s'il y avait mauvais temps. Quoi. Maintenant, on est à la mer. Quoi. On ne se pose plus la question, quoi. À part les jours de tempête. Sinon, on ne prend même plus la météo, on y va, quoi qu'il arrive. Voilà, parce qu'une journée de perdu, ça baisse la moyenne à la fin de l'année. On est obligé maintenant, on part le dimanche et on revient le vendredi soir. C'est un métier dur. Autant il peut être bien en t-shirt, super beau, c'est agréable. Puis il y a des moments, avec mauvais temps, c'est plus du tout les mêmes conditions. Le danger commence à arriver et l'humeur change, quoi. Mais ça reste de la passion. La passion, c'est aussi ce qui anime Thierry. Cet agriculteur de 31 ans met son troupeau en pâture dès que les beaux jours reviennent. Ces vaches peuvent alors s'épanouir sur 25 hectares et 2 fois par jour, il les ramène à la ferme pour les traire. Là, c'est un troupeau de 60 vaches, 3 quarts normandes, et puis un quart de Primmerstein croisée normande. Les normandes ne produisent pas autant de lait que des Primmerstein, mais ils ont plus de matière grasse et protéique pour la fabrication du Pont-l'Évêque, entre autres. Et puis, comme on a toujours été en Normande, j'ai gardé cette race-là qui convient bien à notre exploitation. La matière grasse des vaches dépend de leur alimentation. Quand elles sont en pâture, elles se nourrissent d'herbes qu'elles trouvent dans les prairies naturelles, aux côtés des pissenlits et des trèfles. Thierry complète leur ration avec du foin et du maïs, mais c'est toujours à cette époque que le lait est le meilleur, et donc le fromage aussi. La base, c'est leur nourriture, c'est elle qui nous donne le lait, donc si on travaillait mal en amont, on pourrait pas bien travailler derrière aussi, quoi. Chez les Martin, la production de lait et de fromage est une histoire de famille.
Les grands-parents de Thierry ont commencé à fabriquer des fromages pour valoriser leur lait dans les années 50. Son père a pris la suite et lui a transmis son savoir-faire. C'était une évidence de reprendre la suite, quoi. Je me voyais pas faire autre chose. Depuis tout petit, voilà, j'ai commencé à conduire, je touchais pas les pédales, hein, les tracteurs. Donc après, voilà, on fait ce métier-là par passion. Parce que c'est quand même des heures, c'est quand même du travail. Enfin, ça devient de plus en plus contraignant quand même, niveau que ce soit travail. On nous demande beaucoup aussi au niveau des contrôles. Enfin, c'est comme tout, il faut le faire par passion, pas par devoir. Être son propre chef et au contact de la nature, c'est ce qui plaît à Thierry, qui transmet à son tour son savoir-faire à Basile, un apprenti de 20 ans. Ce qui est intéressant aussi maintenant, c'est d'avoir des stagiaires ou des apprentis et de voir qu'il y a encore des jeunes qui sont passionnés par notre métier, quoi. Vu les cours actuels du lait, de la viande, de la conjoncture, ça en démoralise plus d'un. Donc j'espère qu'il y aura des jours meilleurs. Nous, on valorise avec le lait, avec le fromage, donc on est content de voir le travail abouti. Mais après, si on faisait vraiment que du lait, je sais pas à l'heure actuelle si je m'installerais quand même, malgré la passion. La traite du soir part en laiterie, tandis que celle du matin est réservée à la fabrication du fromage. Anthony Bataille accoste à Trouville, premier port normand pour la débarque de maquereaux. À peine arrivé, le poisson est immédiatement déchargé. Là, 1,2 tonne à peu près de maquereaux. Ça a été rapide. Voilà, 2 traits, puis on est rentré. Un coup de 800 et puis un coup de 400. Mais c'est souvent le cas, le vendredi, il ne faut pas trop pêcher pour garder les cours. Garder les cours, c'est la principale préoccupation d'Anthony et de son marailleur, Henri Quesnay, avec qui il travaille depuis 25 ans. À chaque marée, ils sont en lien par téléphone. Le marailleur informe Anthony sur le prix de vente du maquereau et sur la quantité de poissons à rapporter. On a passé une bonne semaine, trouver le poisson tous les jours, sans en faire de trop. Puis voilà, le marailleur, c'est lui qui gère toujours, savoir ce qu'on pêche. S'il y a besoin de 2 tonnes, je ramène 2 tonnes. S'il en faut 1 tonne, je ramène 1 tonne. Puis les moments où on ne pêche pas, il n'y en a pas. C'est comme ça qu'on arrive à gérer la qualité, le prix. Le marailleur, il veut la qualité, et puis moi, je veux le prix. Donc l'amalgame des deux, on arrive à sauver les semaines, quoi, c'est le principal. Lui, maintenant, ce qu'il pêche, moi, je vois de mon côté ce que je vends, le prix. Et après, on s'appelle régulièrement pour s'il en faut moins, s'il en faut plus. Si ça pêche, c'est pas toujours aussi facile, mais on préfère se restreindre si personne gagne de l'argent, au bout d'un moment, on arrête. Donc, quitte à laisser passer une journée, 2 jours, une semaine s'il faut, et puis reprendre au moment qu'il faut, quoi. Généralement, le maquereau fréquente les côtes normandes du printemps à l'automne. C'est donc à cette période qu'il se pêche le mieux. Mais au mois de mars, la concurrence des Espagnols fait baisser les prix. En ce moment, on a une concurrence avec les Espagnols, ou même des fois sur Saint-Jean-de-Luz, par exemple, on reste surtout les Espagnols, c'est qu'ils ont une taille de poisson que nous, on n'a pas. Donc, et comme maintenant, plus le poisson est gros, plus il se vend. Donc, on arrive à tenir un peu avec la qualité, quoi. Ouais, voilà. La fraîcheur, on rentre, on livre, ça part, c'est glacé, et le lendemain, c'est dans les assiettes, quoi. Ça, c'est un peu l'avantage qu'on a. C'est notre façon de travailler qui nous fait sauver les meubles, quoi. Un beau maquereau pèse environ 200 grammes. Et celui de Trouville atteint jusqu'à 30 cm. Anthony garde toujours une caisse de gros maquereaux pour sa femme Karine, qui a ouvert une poissonnerie à Saint-Arnoux, à côté de Trouville. Ça va? Waouh! Ça, c'est du beau maquereau. La poissonnerie fait également restaurant. Et Karine, aidée de son chef Frédéric, y transforme le maquereau en rillettes. On regarde les ouïes, bien rouges, et puis les yeux. Voilà, il faut bien que ça soit brillant. Voilà un beau maquereau. Donc on prend les filets. Bon, là, il a bien mangé, il est bien gras. Dans le maquereau, il n'y a pas beaucoup d'arêtes. Il faut savoir où elles sont. Donc là, c'est les arêtes centrales. Et on lève le filet en enlevant la peau. On a 2 sortes de rillettes, rillettes de saumon et rillettes de maquereau. C'est la rillette de maquereau qui est la plus demandée. Une fois les filets levés, Frédéric prend la relève. Karine et lui ont élaboré cette recette ensemble. C'est aujourd'hui la vedette de leur poissonnerie. Là, on va les cuire. On va faire une garniture aromatique avec des oignons, des carottes, du laurier. C'est un des meilleurs poissons. Il a tout ce qu'il faut. Oméga 3, pour la santé, c'est super. Un peu de gros sel, un petit peu de vin blanc, après de l'eau, et en cuisson pendant 5-6 minutes. 5 minutes plus tard, la chair du maquereau est devenue tendre et parfumée, parfaite pour les rillettes.
On récupère nos fils de maquereau. On émiette, mais grossièrement. On rajoute une bonne cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, des cornichons. Nous prenons de la crème fraîche. On mélange bien. De la poissonnerie, une rillette, ça fait 2 heures, quoi. Très, très prisé. Et voilà. Et voilà, rillettes de maquereau, à manger avec du pain grillé, c'est le meilleur. Il n'y a pas photo. Les rillettes sont prêtes à être dégustées et font le grand bonheur des clients. Donc des rillettes de maquereau. Des rillettes de maquereau. Comme ça? Oui, oui, c'est bien. C'est vraiment un délice, c'est pas ordinaire, ça n'a rien à voir avec les rillettes de maquereau en boîte. Enfin, c'est vraiment une préparation maison. D'ailleurs, Frédéric ne donne pas son secret. Il y a un secret, on ne l'a pas. Les rillettes de maquereau, c'est addictif, quoi. C'est vraiment... Je ne manque jamais de rillettes de maquereau. Chez les Martin, c'est Caroline, la femme de Thierry, qui s'occupe de la fabrication du Pont-l'Évêque. Après la traite du matin, le lait est emprésuré et va passer du liquide au solide. Au bout d'1 h 30 de maturation, le lait s'est transformé en caillé. Guillaume, le stagiaire, va le trancher à la main avant de le soutirer pour le mouler. Donc on voit là encore que le caillé évolue. Donc là on voit qu'il fait des petits morceaux. Et là, il se sépare du lactosérum. C'est beaucoup plus épais et ça fait des plus gros morceaux. Donc là, il va commencer à être bon à mettre en moule, en fait. Caroline s'est installée il y a 6 mois à la fromagerie, dans le but de prendre la suite des parents de Thierry. Habituellement, ce sont eux qui lui apprennent les gestes essentiels à la fabrication du Pont-l'Évêque, mais cette semaine, ils sont en vacances. C'est donc Thierry qui donne un coup de main à sa femme. On reconnaît un beau caillé à sa texture. Là, on voit pas que c'est liquide comme tout à l'heure. Ça devient bien granuleux, il est bien en place. Après, il va se finir de s'égoutter dans les moules. Donc on tasse bien pour éviter qu'il y ait des trous. Qu'il ait une belle forme carrée. Celui-là, il me semble un peu moins chargé, non? Oui, il y a du lactosérum qui est en train de se barrer. On va creuser. À la fin de la fabrication, les Pont-l'Évêque sont retournés. Au bout de 2 jours, chaque fromage est salé sur toutes les faces, ce qui lui permet de se conserver, de former sa croûte, mais aussi de développer sa palette aromatique, même si le sel n'est pas le seul facteur gustatif. Le Pont-l'Évêque, c'est un goût particulier parce qu'il y a dans toutes les pièces du procédé de fabrication du Pont-l'Évêque, il y a une certaine ambiance, il y a certaines bactéries qui vont donner le goût typique du Pont-l'Évêque. Là, c'est vrai que les vaches sont à l'herbe. Ça a donné une couleur beaucoup plus jaune au fromage. Au niveau du goût, ça va avoir plus de goût aussi. Un fromage d'été, le fromage d'été va avoir plus de goût qu'en hiver. Les fromages sont retournés quotidiennement avant la mise en chambre froide. Ça permet que le fromage sèche de manière uniforme, qu'il soit aéré en fait. À la base, j'ai fait des études dans le commerce. J'ai travaillé dernièrement en chocolaterie et donc mes beaux-parents approchent de la retraite. Donc l'objectif, c'est de pouvoir reprendre la suite pour justement faire perdurer ce savoir-faire et pouvoir maintenir la fabrication de fromage. Outre le savoir-faire, c'est aussi un nom que les Martin ont transmis à leurs enfants. Car le Pont-l'Évêque Martin est très réputé dans le pays d'Auge et a remporté plusieurs concours. Thierry et Caroline le vendent directement à la ferme, aux épiceries fines ou au restaurant. À 5 minutes de la ferme familiale, Audrey et Laurent transforment le fromage dans leur restaurant très prisé de la clientèle locale. Là, je vais vous présenter la recette du demi-martin. On l'a fait parce qu'on a commencé à faire un Pont-l'Évêque pané en entrée qui fonctionne très bien. Donc on a décidé de le mettre en plat avec une petite assiette de charcuterie locale à côté. Comme son nom l'indique, on prend un Pont-l'Évêque entier, on le coupe en 2 dans l'épaisseur pour pouvoir garder la croûte. Ensuite, on y rajoute un petit peu de cidre. Le cidre, ça permet de donner du goût. Et puis, une fois que le Pont-l'Évêque passe au four et qu'il fond, il s'imprègne après du cidre qu'il y a au four. Sous les yeux gourmands de sa famille, les premiers amateurs du demi-martin, Audrey ajoute ensuite du poivre et une chapelure maison. Ce qui me plaît beaucoup dans le Pont-l'Évêque Martin, c'est son goût. Parce qu'il est très parfumé, pas trop fort. Il a une très jolie couleur.
Contrairement aux autres Pont-l'Évêque, il est très rosé, orangé, alors que les autres sont très pâles et très clairs. Les clients, ils apprécient beaucoup ça, cette recette-là. Ouais. Ils aiment bien le croquant, le fondant du Pont-l'Évêque. La préparation est ensuite mise au four, où le fromage va fondre doucement. Quand le dessus est bien doré, la chapelure de pain elle devient bien croquante et ça pétille en bouche. 10 minutes plus tard, le demi-martin est prêt. Et voilà. Ce qu'il faut déjà, c'est que ce soit bien fondu, pour qu'il n'y ait pas de fermeté au niveau du fromage, et pour qu'il puisse en plus bien imbiber le cidre qu'on a mis en dessous. Et puis que la croûte elle soit bien dorée pour que le croustillant puisse être ressenti. Et c'est Lucas, le fils d'Audrey et Laurent, qui profite en premier du croustillant du demi-martin. Et voilà. Ce que j'aime dans le demi-martin, c'est le fondant, les fils, bien sûr le fromage. Pour moi, d'après moi, c'est délicieux. Ce soir-là, Anthony rentre d'une nouvelle marée. Et comme cela arrive parfois, il retrouve Dominique Lamort à la débarque. C'est plutôt du beau en plus. Ouais. Encore, il est moins beau que lundi. C'est bien. C'est pas mal. Le qualiticien de Normandie Fraîcheur Mer, la marque de qualité de la pêche de Basse-Normandie, contrôle les arrivages de maquereaux. Le maquereau, il supporte pas la médiocrité, il faut qu'il soit super frais. Et la fraîcheur, on la reconnaît comment? Bon, déjà, il est luisant, hein. Il est coloré, il est arqué. Alors ça, c'est du maquereau super frais, quoi. Caractéristique de très grande fraîcheur. L'une des principales garanties de la fraîcheur du maquereau vient de la rapidité de stockage, mais aussi du fait qu'il y a très peu d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Donc bah voilà, hein, Anthony il a débarqué tout de suite et dans l'atelier, ils sont déjà en train de glacer. On a un produit qui va être glacé tout de suite, expédié pour une partie ce soir même, et demain midi, bah, les gens ils pourront se régaler. C'est du gros celui-là. Ouais, c'est du gros maquereau, du beau maquereau. La qualité du maquereau, ça dépend d'abord des hommes, et ça dépend d'abord du pêcheur. Et à Trouville, ça fait des années, on peut dire que c'est historique, c'est culturel. Il y a une connaissance profonde du poisson et de la manière de le pêcher. Et ensuite, de le conserver et de l'expédier. En outre, les pêcheurs pratiquent une pêche artisanale respectueuse de la ressource. De quoi contribuer à la réputation du maquereau de Trouville et rassurer le consommateur. On s'aperçoit qu'il y a une méconnaissance totale des produits de la mer, enfin très forte des produits de la mer de la part du consommateur. C'est passé le temps où les gens mangeaient tout et n'importe quoi au plus bas prix. Maintenant, il y a une volonté de qualité, même si on l'a toujours eu au niveau du consommateur, mais aussi une volonté d'information, une volonté de garantie, de traçabilité. Les gens aiment bien savoir où c'est pêché, comment c'est pêché, presque par qui c'est pêché, et surtout être rassuré sur d'où viennent leurs poissons. Cette démarche permet d'informer aussi le consommateur sur l'origine de son maquereau, sur les garanties qu'on lui apporte au travers l'étiquetage maquereau de Trouville. En plus, bon, il y a quand même le spécialiste. Oh non, non, pas le spécialiste. Je pense que tu t'es pas mal dépatouillé aujourd'hui, quand même. Là, ça y est. Ouais. Chaque année, depuis 1995, se tiennent les rencontres de Cambremer qui ont pour but de promouvoir les AOP et AOC, de Normandie principalement. Pour la première fois, Caroline remplace sa belle-mère et propose son Pont-l'Évêque à la vente. Donc du Pont-l'Évêque fermier au lait cru. Donc on produit le lait à la ferme et on transforme quotidiennement une partie de notre production laitière en Pont-l'Évêque. Ça permet de se faire connaître auprès de certains clients qui nous découvrent encore aujourd'hui. Ça permet aussi de faire découvrir les produits régionaux, les produits de AOP, AOC. Ce marché des AOP offre une place de choix au Pont-l'Évêque aux côtés des autres produits régionaux. Depuis le 19e siècle, la réputation de ce fromage a dépassé les frontières de Normandie pour s'inviter sur toutes les tables de France. Charles de Paris est le président de l'association de gestion des ODG laitiers normands. Ce syndicat met en place les cahiers des charges et s'occupe de la promotion des produits et du terroir normand. Mais Charles de Paris déplore le déficit de producteurs de Pont-l'Évêque. C'est quand même un produit
qui a tendance à baisser en volume depuis plusieurs années. Mais il est prisé parce qu'en fait, ceux qui le connaissent vraiment savent qu'il est exceptionnel et qu'un produit comme le Pont-l'Évêque, quand il est mangé à température ou même en cuisiné, il dégage des arômes qu'il n'y a pas d'autres fromages qui dégagent ces arômes-là. Donc il faut vraiment être initié pour vraiment apprécier le Pont-l'Évêque. Mais c'est un produit à redécouvrir. Ils vont pas être trop faits là. Oui, on a déjà. Ils sont exceptionnels. 8-10 Vous jours. le gardez combien de jours? Pas au frigidaire? Non, voilà, vous le laissez à température dans une pièce fraîche. Merci. Pour lui, il est très important d'avoir une vitrine comme les rencontres de Cambremer pour faire rayonner des produits tels que le Pont-l'Évêque. C'est une autre démarche économique. Il faut que ce soit un acte militant que d'acheter des produits d'appellation d'origine. Voilà, pour nous, c'est ça. Et ça maintient l'emploi dans des territoires qui sont souvent laissés à l'abandon, alors que les appellations d'origine, c'est des choses indélocalisables. Et c'est important que la société elle connaisse ça, parce que ça maintient l'activité dans les territoires ruraux. Le succès de ces rencontres de Cambremer démontre que le consommateur recherche aujourd'hui de l'authenticité, de la fraîcheur et de la qualité dans les produits qu'il achète. Le Pont-l'Évêque et le maquereau de Trouville s'illustrent dans cette démarche en utilisant des méthodes artisanales et un savoir-faire transmis de génération en génération. Entre terre et mer, Anthony, Caroline et Thierry contribuent à la renommée de ces produits d'origine.